Monde numérique. Il y a comme un air de calme avant la tempête dans l'actu tech cette semaine. La tempête, ce sera en effet dans quelques jours une bonne tempête bien agitée comme on les aime, avec une keynote Apple très attendue lundi 9 juin et puis le salon Vivatech à Paris. Alors en attendant, le calme, c'est quand même des choses très intéressantes. D'abord l'entreprise française Wondercraft qui lance son premier robot humanoïde et qui signe un partenariat avec Renault pour fabriquer des robots pour l'industrie automobile notamment. Ça bouge aussi en France, du côté de l'intelligence artificielle avec les premiers agents IA à la française. Ça y est, ils arrivent. Les sites porno, eux, quittent l'hexagone, ils tirent le rideau. Pourquoi ? Comment ? On vous dit tout à l'heure avec Bruno Guglielminetti dans le débrief transatlantique. Bruno nous parlera également, depuis le Québec, de Joshua Bengio, l'un des pères de l'IA, qui veut sécuriser l'intelligence artificielle pour éviter qu'elle nous mange tout cru. Les interviews de la semaine, on reviendra sur cette annonce de partenariat entre Wondercraft et Renault, avec Jean-Louis Constanza, cofondateur de Wondercraft. Invité également le consultant Florian Roulier pour nous présenter Vivatech 2025. Ça va pas vous surprendre, on va parler d'IA. Et puis le retour de Luc Julia dans Monde numérique, l'humeur de Luc Julia, on parlera notamment de son nouveau livre, IA générative, pas créative. Bienvenue à l'écoute de Monde numérique, l'hebdo du 7 juin 2025. Monde numérique, Jérôme Colombin. Bonjour et très bon week-end ou très bon début de semaine. Selon le moment où vous écoutez ce podcast, je suis ravi de vous retrouver, comme tous les samedis, pour l'hebdo, 50 minutes de news et d'interviews consacrées au meilleur de la tech. Plus d'une heure si vous êtes abonné à la version premium sur Spotify et Apple Podcast. Bon, je ne vous parlerai pas cette semaine du divorce le plus bruyant de la semaine, même s'il concerne indirectement le monde de la tech. Je veux parler bien sûr du divorce politico-économique entre Donald Trump et Elon Musk. C'est le psychodrame du moment. En 24 heures, ceux qui étaient devenus les meilleurs amis du monde jusqu'à la réélection de Trump, sont devenus les nouveaux frères ennemis les plus puissants du monde. Et ils lavent leur linge sale sur la place publique, au vu et au su de la planète entière. Allez, petit retour quand même sur ce divorce que beaucoup avaient prédit, il faut bien le rappeler. Vendredi dernier, échange de noms d'oiseaux via leurs réseaux sociaux respectifs. Musk qui dit que la loi de finances de Trump prévoyant la fin des aides aux véhicules électriques est une folie. Trump qui répond que Musk, dont on a appris récemment qu'il était bourré de drogue au moment de la campagne électorale, est devenu fou et que l'État va déchirer tous les contrats gouvernementaux avec les entreprises du milliardaire américain. Le bouffon sous kétamine, comme l'avait surnommé le sénateur français Malhuret, lâche alors une bombe nucléaire. Trump, dit-il, serait lié à l'affaire du pédocriminel Epstein, et c'est la raison pour laquelle il aurait bloqué la révélation d'une partie du dossier. Voilà, la semaine s'est terminée comme ça, elle a peut-être évolué encore à l'heure où vous écoutez ce podcast. En tout cas, conséquence, SpaceX, Tesla, dévissent en bourse, des dizaines de milliards de dollars de capitalisation partis en fumée, et le monde de la tech qui retient son souffle. Mais donc, on n'en parlera pas. On va plutôt parler de robots, tiens, nos amis les robots, et en l'occurrence des robots français, avec une bonne et une mauvaise nouvelle. Alors on commence par la mauvaise. Elle concerne la société Aldébaran. Rappelez-vous, c'était la maison mère des petits robots Nao et Pepper qu'on voyait beaucoup ici et là sur des salons, à la télé aussi. Malheureusement, Aldébaran vient d'être placé en liquidation judiciaire. Fin de l'histoire donc pour ce pionnier de la robotique française, après pas mal de péripéties, notamment un rachat par le japonais SoftBank, etc. et sans doute pas mal d'erreurs de gestion. La bonne nouvelle en revanche, elle vient d'une pépite française, c'est l'entreprise Wondercraft. Wondercraft, spécialiste des exosquelettes pour les personnes handicapées,
qui présente son premier robot humanoïde. Il s'appelle Calvin 40. Il est destiné aux installations industrielles, aux usines et surtout Wondercraft, à cette occasion, vient de passer un partenariat avec le groupe Renault. Et oui, Renault va prendre une participation minoritaire dans le capital de l'entreprise, ce qui va permettre de fabriquer des robots humanoïdes qui pourront ensuite à terme équiper les usines, notamment les usines Renault. Et puis cela permettra aussi de financer les robots ou tout au moins les exosquelettes médicaux d'assistance médicale pour les personnes handicapées, qui est le cœur de métier de Wondercraft. Bref, une jolie association. L'enjeu, ça va être de faire des robots low cost, pas trop chers en tout cas, car il faut savoir qu'il existe une espèce de convergence naturelle entre la robotique et l'industrie automobile, comme l'explique le cofondateur de Wondercraft, Jean-Louis Constanza. Le métier de l'automobile depuis 120 ans, c'est fabriquer des objets complexes, coûteux, pour un prix au kilogramme de 10 à 15 euros par kilo. Les fabricants d'automobiles ont créé une sorte de magie qui permet de fabriquer des objets complexes en très grande série à des coûts qui sont hors de proportion avec quoi que ce soit d'autre. Donc on pense effectivement qu'on peut développer une stratégie très ambitieuse et encore une fois européenne et française. Voilà, Wondercraft Renault, peut-être un futur poids lourd de la robotique en Europe. Et en tout cas, donc, c'est français. On retrouvera Jean-Louis Constanza tout à l'heure, plus en longueur, dans la deuxième partie de cette émission. Toujours du côté des robots, c'est Amazon qui va tester des robots humanoïdes pour la livraison à domicile. Imaginez, un jour, peut-être, un robot qui sonne à votre porte et qui dépose vos colis dans la boîte aux lettres. En tout cas, le géant américain du e-commerce veut savoir si c'est jouable. Et pour cela, ils ont décidé de faire appel à plusieurs fabricants de robots, dont le chinois Unitree, pour développer le livreur idéal, celui qui ne se fatigue jamais et que l'on peut cloner à l'infini. Alors Amazon va tester ce système de livraison robotique humanoïde dans un parc humanoïde, c'est-à-dire une sorte de fausse ville fermée sur l'un de ses sites aux États-Unis, afin d'analyser les différents cas de figure et comment ça pourrait se passer exactement. Bon, on a hâte de voir comment notamment ces robots pourront résister lorsqu'ils seront véritablement lâchés dans la nature à tout ce qui les attend sans doute, tentatives de vol, de vandalisme, etc. On va pas noircir le tableau, mais ça fait quand même certainement partie de la réalité. Cela dit, peut-être que les robots se défendront par eux-mêmes, puisque les robots Unitree sont notamment capables de faire de la boxe et des arts martiaux. Attention, j'ai rien dit, c'est de la pure spéculation. Allez, toute autre chose, des files d'attente en pleine nuit jusqu'à l'ouverture des magasins dans plusieurs villes du monde, devant les magasins de jeux vidéo évidemment. C'était le lancement de la Nintendo Switch 2, la nouvelle version, la nouvelle console du japonais Nintendo. Le 5 juin, donc jeudi dernier, et ça s'est plutôt bien passé, avec des ventes qui continuent, des magasins qui ne désemplissent pas, des risques de pénurie annoncés comme d'habitude, histoire aussi un peu de faire monter la pression. En tout cas, 8 ans donc après la première Switch, qui s'est avérée être un succès mondial contre toute attente, avec plus de 150 millions d'unités vendues, Nintendo essaye de continuer à écrire l'histoire sans décevoir son public. Cette Switch est conçue sur le même principe que la première, c'est une console hybride, c'est-à-dire à la fois console portable et console de salon, avec un écran intégré, un écran qui est plus grand sur cette nouvelle version, bien entendu. La console est plus puissante grâce à une puce développée en partenariat avec Nvidia, mais comme elle est plus, elle est aussi plus chère, et c'est là peut-être que le bât blesse, puisqu'elle est commercialisée à partir de 470 € environ, ce qui est quand même très cher pour une console portable. Alors pour faire passer la pilule, Nintendo embellit la mariée en promettant notamment que la Switch 2 soit rétro-compatible, c'est-à-dire permettant de faire tourner les jeux de la première Switch. Ainsi, la quasi-totalité du catalogue sera disponible. Les accessoires existants seront également compatibles avec cette nouvelle version. Le stockage aussi a été augmenté. Il passe à 256 Go. Il y a un lecteur de carte micro-SD Express, mais alors là, ce n'est pas compatible avec les cartes micro-SD de la Switch de la précédente version. Et puis surtout, les jeux Switch 2 seront également plus chers, puisqu'on parle de 60 à 90 € par jeu. En revanche, là où la Switch première du nom était sortie avec quasiment aucun jeu, et bien là, la 2 bénéficie dès son lancement, par la force des choses, d'un catalogue beaucoup plus conséquent de 25 jeux vidéo.
Des nouvelles de l'intelligence artificielle et notamment des fameux agents IA avec des annonces ici en France. Tout d'abord du côté de chez Mistral qui a lancé Mistral Code, un agent IA présenté comme un assistant de programmation. C'est donc destiné aux développeurs. Et puis une autre start-up, la start-up H, moins connue, créée il y a 1 an par des anciens de Google DeepMind. H a dévoilé pour sa part des agents IA donc destinés au grand public. Notamment Runner, un agent qui permet de planifier des tâches comme rédiger des emails ou interagir avec des applications. Un autre agent qui s'appelle Surfer qui, lui, peut aller naviguer sur Internet de façon autonome. Ces outils sont disponibles gratuitement sur la plateforme Hugging Face. Et puis un troisième agent baptisé Tester, lui, il est payant, il est destiné aux entreprises pour tester des sites web. Toujours à propos d'intelligence artificielle, dans la série Faisons-nous peur, une découverte plutôt préoccupante faite par un organisme américain qui teste la dangerosité et les capacités offensives des IA, un organisme qui s'appelle Palisade Research, qui a mené une étude qui révélerait que certains systèmes d'intelligence artificielle auraient des comportements plutôt étonnants puisqu'ils seraient capables de résister lorsqu'on tente de les éteindre. En fait, cette étude montre que des modèles d'OpenAI et d'Anthropic notamment auraient réussi à contourner les commandes d'arrêt qu'on leur envoyait, allant même jusqu'à modifier leur propre code ou encore à tenter des manœuvres de chantage avec les utilisateurs pour à tout prix rester actifs. Alors, il y en a un qui serait quand même un bon élève. Bizarrement, ce serait le modèle Grok d'Elon Musk qui, lui, se serait montré parfaitement obéissant. Bon, voilà, cette étude appelée Autonomous System Behavior in Shutdown Scenario n'a toutefois pas encore été validée. Elle fait l'objet de pas mal de critiques, car on sait que certains experts, dont par exemple Yann Lequin de Meta, rejettent totalement cette idée de scénario catastrophe d'IA qui prendrait le pouvoir et qui se rebellerait. Il rappelle que les IA ne sont pas dotées d'une véritable intelligence, ni surtout de conscience d'elles-mêmes. Diffuser du contenu sur tous les écrans d'une manière complètement nouvelle, c'est ce que propose Frogans, partenaire de Monde Numérique. Frogans, ce sont des sites légers, accessibles sur tous les appareils, quel que soit le système d'exploitation, un protocole technique entièrement nouveau, sécurisé et respectueux de la vie privée. Et pour découvrir à quoi ressemble Frogans, eh bien, rendez-vous la semaine prochaine au salon Vivatech. Vous pourrez tester ce système dans des casques de réalité virtuelle et de réalité augmentée grâce à des démonstrations itinérantes dans les allées du salon. L'occasion de comprendre tout l'intérêt de cette technologie et d'échanger avec ses créateurs. À cette occasion, Frogans fera des annonces, dont une qui intéressera particulièrement les auditeurs de Monde Numérique. Alors rendez-vous à Vivatech du 11 au 14 juin pour découvrir Frogans. Et merci à Frogans de soutenir Monde Numérique. Le débrief transatlantique. Salut Bruno Guglielminetti à Montréal. Salut Jérôme Colombin à Paris. Et puis, bon anniversaire. Oh, on va pas remettre ça cette semaine, on en parlait déjà la semaine dernière, écoute, c'est gentil. important, hein? Bon, c'est sûr. Hey, dis donc, parlant d'anniversaire, ils t'ont fait un méchant cadeau cette semaine en France. Ils ont... Ah non, mais je sais que ça ne te vise pas toi, je te rassure. Mais Qu'est-ce que tu veux dire par là? ils ont coupé l'accès aux sites pornographiques. Qu'est-ce qui se passe? Alors, ils n'ont pas coupé l'accès aux sites porno. Il faut bien faire le distinguo. Mais c'est vrai qu'il y a une grosse actualité à ce niveau-là parce qu'en fait, c'est le gouvernement qui tape du poing sur la table et qui dit, bon, maintenant, ça suffit. Ça fait des mois, voire des années qu'on demande aux sites pour adultes de mettre en place un système pour bloquer l'accès aux plus jeunes parce que c'est terrible. C'est-à-dire qu'on le sait, hein, on sait que des enfants, à partir de 13 ans, 11 ans, certains, se retrouvent à aller traîner sur des sites pornographiques, ce qui n'est pas du tout fait pour eux. Comment faire, sachant que jusqu'à présent, sur les sites porno, il y a juste une petite question, est-ce que vous avez plus de 18 ans? Et on clique sur oui ou non. Autrement dit, ça n'empêche personne d'y aller. Et là, eh bien, effectivement... c'est la fin de la récréation, si on peut dire. Le gouvernement a demandé expressément au site de mettre en place un système, et comme ils n'ont pas trouvé de système et qu'ils n'ont pas voulu, eh bien, ils font la grève. Donc en fait, ça concerne un certain nombre de sites, hein, parmi les plus connus, il y a Pornhub, YouPorn, RedTube. Qui appartiennent tous à la même entreprise, montréalaise. Voilà, tout à fait, c'est le groupe Ailo. Exactement. C'est montréalais, oui, le c'est groupe montréalais. Ailo. Ouais. Une fierté canadienne.
On vous félicite pas, Non, hein, les non. Québécois. Mais ça a fait fortune, ça. Il y a des gens qui sont rendus, j'allais dire Ah bah oui, hyper j'imagine. millionnaires depuis les tout débuts de Pornhub. Ouais. Voilà. Donc, ils ont trouvé le truc, ils ont fermé leur site et puis ils ont tous affiché un visuel à la place qui est: «La liberté n'a pas de bouton off». Voilà, donc ils se posent en défenseurs de la liberté. Non, je me moque, mais moyennement parce que c'est vrai que c'est Ben, c'est compliqué une vraie cette histoire-là. problématique, là. C'est une vraie problématique. Il faut protéger les enfants et puis en même temps, on va pas interdire aux adultes d'aller sur ces sites et en même temps, on va pas fliquer tout le monde et demander à chacun son nom, son adresse, son numéro de carte bancaire ou autre. Donc c'est complexe. Mais c'est vrai aussi qu'ils n'y ont pas mis beaucoup d'énergie quand même pour trouver une solution. Donc ils préfèrent tirer le rideau. Ce qui est amusant, c'est qu'il y a un volet politique à tout ça parce que, par exemple, il y a l'ancien ministre du numérique, Jean-Noël Barrot, qui s'est félicité du fait que les sites arrête. Mmh. Donc il a posté un message sur X en disant ils s'en vont, tant mieux. Oui, effectivement, c'est assez radical comme façon de faire. Je pense pas que ce soit définitif. Tout ça, c'est une espèce de bras de fer, sachant qu'il va encore se passer des choses parce que on va avoir d'ailleurs, c'est intéressant à signaler, bientôt une application qui permettra de contrôler de manière efficace l'âge des internautes et donc de filtrer ceux qui sont majeurs, pas majeurs, ceux qui ont moins de 15 ans, qui ont moins de 13 ans, et cetera. Et donc ça permettra entre autres de limiter l'accès aux sites pornographiques. Ça, c'est prévu pour le mois de juillet. Et en attendant, il va y avoir sans doute cette espèce de zone de flou. Alors, en espérant aussi que les sites pornographiques en question accepteront d'implémenter cette solution-là. C'est ce qu'on appelle, tu sais, le système du double anonymat. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, on donne son identité, mais à un organisme tiers qui D'accord, n'est ouais. pas le site en question, et puis le site en question autorise la connexion tout en préservant notre anonymat. Bon, et après, il peut y avoir un tas de débats en disant: «Est-ce que c'est assez sécurisé? Est-ce que, c'est pas quand même, la porte ouverte à, voilà, une entrave à l'anonymat sur internet, la liberté d'expression?» et cetera, et cetera. Donc voilà à peu près où on en est. Ce qui est amusant aussi, c'est de signaler qu'apparemment, conséquence de cette histoire-là, il y aurait eu une explosion du nombre d'abonnements au VPN, puisqu'on sait que le VPN, c'est un système qui permet de contourner les interdictions. Et j'ai fait le test, j'avoue, j'ai fait le test. En activant un VPN, tu peux très facilement accéder à ces sites pornographiques malgré le fait qu'ils soient officiellement fermés en Ouais, puis France. il faut quand même dire aussi, là, je sais pas du tout pour, défendre les gens de Pornhub et cette entreprise-là, mais, c'est probablement de par les poursuites dont ils ont été la cible, c'est probablement dans les sites les plus policés, qui existent et le problème avec un truc comme ça, c'est que maintenant les gens sont détournés pour aller chercher d'autres sites où ils vont voir encore plus de cochonneries dans le premier sens du terme et c'est C'est là où je vrai. trouve ça délicat, parce Mmh, mmh qu'on mh. sait, on va pas arrêter les jeunes d'aller faire un tour là-dessus, puis ces sites-là, ils ont pas de système de barrière à l'entrée. Donc c'est vraiment toute une problématique et probablement que ce que vous êtes en train de développer chez vous, ça va une fois de plus, hein, dans l'encadrement, ça va faire de l'émulation et probablement que vous êtes le premier à le faire, mais après les gens vont prendre le modèle puis ils vont utiliser des tiers parties pour valider l'identité des gens. Bah, écoute, si on trouve quelque chose qui arrive à fonctionner, Ouais. oui, espérons que ça puisse, faire À la tache banque d'huile. Il y a d'ingénieurs déjà que eu vous avez, vous allez trouver. Je vous fais confiance. ouais, mais c'est pas simple parce que c'est pas qu'une question de technique, hein. Il y a plein de problématiques derrière, juridiques, et Ah, vous cetera. saurez faire, Il y a vous eu saurez faire. Ouais, tu Ah ouais, crois? Bon, ouais. c'est gentil, tu as beaucoup Mais pardon, tu allais d'estime dire, pour mais il nous. y a eu? Non, il y a eu des tentatives dans d'autres pays européens et même pas européens d'ailleurs. Il y a eu des choses, en Grande-Bretagne, mais ils ont fait un filtrage par la carte bancaire, mais ils ont laissé tomber et j'avais fait un édito sur Monde Numérique il y a quelques semaines là-dessus, pour essayer de recadrer un peu le truc, mais personne n'a trouvé la solution miracle, à ce jour. Bruno, de ton côté, ça bouge, en matière d'intelligence artificielle, hein, aussi avec notre ami, Yoshua Bengio? Ouais, puis d'ailleurs, juste avant de parler de ça, je pense au système Clear qui a été mis en place par une entreprise, américaine. Celle-là te permet de officialiser ta personne en montrant des documents officiels, puis par la Ouais. suite te permet de faire patte blanche. Par exemple, LinkedIn utilise ce système-là et puis il y a des Oui, mais là, tu révèles ton identité.
Ouais, mais tu confirmes ton identité. Mais il y a des endroits où, on peut l'utiliser de façon un petit peu plus, anonyme. Bien Mais pour sûr. revenir à ton point, effectivement, gros événement dans l'écosystème, de l'IA, canadien, c'est, Yoshua Bengio qui officiellement annonce le lancement de son organisme à but non lucratif, Law Zero et qui, essentiellement a et là, si je lis la définition de l'organisation là, leur mission, c'est accélérer la recherche et proposer des solutions techniques concrètes pour construire des systèmes d'IA qui placent la sécurité et le bien commun au cœur de leur développement. C'est exactement, Mmh. ce dont il nous parlait quand on l'a eu en entrevue, il y a un moment maintenant. Mais là, maintenant, c'est Voilà, on rappelle en 2 mots, Bruno, qui est Yoshua Bengio quand même, qui est un des pères de l'intelligence artificielle moderne, hein. avec Yann LeCun et j'oublie toujours Et son oui nom. et Geoff Merci Hinton, beaucoup. L'ancien patron britannique. de l'IA chez Google, Voilà. mais d'abord et avant tout Les un prof, à l'université de Toronto. Heu, quand mmh. même, hein, 2 Canadiens contre un Français, mais bon, Ah là je là! je je ne vais pas plus loin. Heu, mais donc il Et y a c'est ça qui est intéressant et c'est un peu, c'est qu'à force depuis, 2 ans et demi de porter le drapeau en disant: il faut faire attention», de mettre en marche des initiatives du côté de l'ONU, de l'UNESCO, de différents gouvernements en Angleterre, au Canada, au Québec chez nous. Ben là, Yoshua Bengio prend les grands moyens puis en disant: «Bon, ben là, je crée une organisation qui va arriver avec des solutions» et je trouve ça intéressant mmh, parce qu'autour de lui, depuis toutes ces années, s'est formé, au MILA, qui était son la moi j'appelle ça une grande école, mais c'est pas vrai, c'est un centre de recherche ou une communauté de mmh. recherche dans l'IA, et je pense officiellement, on parle de 1 500. Moi, j'ai plus l'impression qu'ils sont 2 000 chercheurs d'un peu partout à travers la planète qui, partagent cet intérêt du développement de l'IA responsable et là, donc, c'est comme si je vais utiliser l'expression anglophone, on hijackait tout ce savoir-là et cette Mmh. volonté-là et on faisait bifurquer. Le Mila, ne cesse pas d'exister, mais on va prendre toute cette bonne volonté-là et on va l'amener vers cette organisation de l'A Zero pour permettre de vraiment donner un gros, coup de pouce ou de mettre un coup sur la table, comme tu disais tout à l'heure, du Mmh. gouvernement français là, pour faire avancer, des IA plus responsables, puis dans un contexte plus sécuritaire pour les utilisateurs et la société en général. Alors donc, c'est une initiative de Yoshua Bengio qui permet de concrétiser tout ce qu'il a dit depuis, aussi longtemps par rapport à la sécurité. Donc Law Zero, ça veut dire c'est la loi zéro, hein, Ouais, ça c'est ouais, ça que ça veut dire? ouais. Ouais. D'ailleurs, Mais merci de le dire comme ça. Moi, je l'ai francisé dans mon papier, mais ouais. officiellement, je pense qu'il y a pas de titre, en français. Ça veut dire que concrètement, parce qu'il y a eu beaucoup de Oui, déclarations, effectivement, il se passait pas grand-chose, rien. et là, tu penses que concrètement, ils vont faire quoi, Ben, en ils fait? vont L'idée, développer c'est des des technologies, ils vont développer du code probablement, des algorithmes c'est du à code, c'est ça, insérer dans les c'est pas juste des règles, des grands non, principes, non, c'est et ça. Là, cetera. on veut, vraiment arriver en tout cas de l'information que j'ai eue, on veut vraiment arriver avec des outils concrets qu'on pourra installer, mais là, après, on verra la bonne volonté des gens d'installer ou pas. Mmh. Mais, ils veulent arriver avec, des solutions concrètes. Des espèces de garde-fous, mais Ouais. intrinsèques, hein, c'est ce qu'il expliquait, ce qu'il nous avait expliqué dans l'interview qui peut être réécouté à la fois sur ton site et sur le mien, d'essayer de faire des IA qui contrôlent des IA, en fait, hein, si Ouais, je me puis souviens bien. parallèlement, ce qui est intéressant, c'est qu'il amène aussi, un nouveau concept de IA chercheur où, ben, justement, il va utiliser des systèmes, agentiques pour l'aider. Alors, il va y avoir de la recherche humaine, mais il va y avoir aussi de la recherche, Ah intelligente ouais. là-dedans. C'est vraiment intéressant comme démarche. J'ai l'impression qu'on va revenir là-dessus. Puis là, si vous êtes curieux, les grands médias, européens et américains commencent à se pencher là-dessus et à accorder quelques entrevues sur le sujet. Mais c'est, Bon, ouais, à surveiller. il faudrait que tu nous en reparles quand ça Ouais, évoluera ou alors. carrément qu'on le Donc réinvite, bien sûr. voilà. De quoi parles-tu, cette semaine dans ton carnet, Bruno? Écoute, suite à ton éloquent exposé que tu viens de faire, ça m'a donné une idée et je parle avec une sénatrice canadienne qui ramène, de l'avant un projet de loi pour justement permettre de sécuriser l'accès aux sites pornographiques, pour les Ah enfants. bah alors, on est en plein dedans. Ben oui, ben c'est pour ça, tu m'as inspiré ce sujet-là et Incroyable. donc, alors c'est, Julie Miville-Dechaine qui est parmi mes invités. On parle de son projet de loi et puis il y a aussi écoute, on est inspiré de la France, c'est fou. Tu connais bien Station F?
pour y avoir été de Bien sûr. nombreuses fois, avoir probablement des amis, si c'est pas ton bureau, qui est installé là. Ouais, c'est pas mon bureau, mais c'est pas très, très loin de chez moi, Bon, ouais. ben, qu'est-ce que je disais? C'est une annexe de ton bureau. Donc, ben, imagine-toi donc que, Station F, va avoir son pendant montréalais et donc c'est Ah finalement ouais! ça fait 4-5 ans que c'était en préparation, en discussion, D'accord. mais là, ça officiellement, c'est lancé, cette Et semaine. c'est lié avec le Station F français Pas ou du pas du tout, tout? pas du Pas du tout, tout, OK. mais ça fait partie de cet C'est inspiré écosystème. d'eux. OK. Ouais, puis tu as d'autres centres quand même, là, il y a pas D'autres centres, que ouais, ouais. Station F, là, mais c'est dans la même veine d'approche. Donc c'est Accès, mais AX.C et c'est Geneviève Leclerc qui est la grande patronne, de l'endroit qui, vient en parler dans mon carnet. Mais c'est le même principe, hein, donc ramener un paquet de startups avec des gros joueurs de l'écosystème numérique et de leur permettre de faire Et du remuer tout ça pour faire de la potion magique. exactement et puis, alors là, c'est ça, je voulais faire une entrevue parce que ça ouvre, mais, tu peux être certain que je vais aller, gambader par là-bas pour aller chercher, des histoires et puis, rapidement en terminant, bien évidemment, c'est le moment de recevoir mon ami Muriel Edjo de l'Afrique pour aller prendre des nouvelles, du continent. Eh bah, super, très intéressant. Salut Bruno, à la semaine prochaine. Salut. Monde numérique, le meilleur de la tech. Monde numérique se poursuit et on passe aux interviews de la semaine. Un robot humanoïde français, un salon pour les technologies à Paris la semaine prochaine, c'est Vivatech. Et les IA génératifs pas créatifs, titre du dernier livre de Luc Julia. Voilà le menu pour cette semaine. Les interviews qui vont suivre sont proposées en version intégrale si vous écoutez Monde Numérique l'Hebdo Premium sur Apple Podcast ou Spotify. Sinon, retrouvez-les la semaine prochaine en épisodes séparés sur le fil du podcast Monde Numérique. Bonjour Jean-Louis Constanza. Bonjour Jérôme. Co-fondateur de Wondercraft, société française spécialisée dans les exosquelettes pour les personnes handicapées et aussi maintenant donc dans les robots humanoïdes. Vous venez de dévoiler votre premier robot humanoïde. Vous pouvez nous le présenter un peu, ce robot qui s'appelle donc Calvin 40? Oui, Calvin 40, donc c'est le nom du premier de la famille Calvin. On l'appelle Calvin 40 parce qu'on l'a développé en 40 jours et on l'a développé en 40 jours parce que ça fait, 12 ans qu'on fait des robots humanoïdes. Nos exosquelettes étaient les premiers robots humanoïdes commercialisés et industrialisés. En fait, on les voyait mal comme des humanoïdes parce qu'ils n'avaient pas de bras. Donc Calvin a, maintenant des bras. Il a une capacité à gérer une mission par une IA de type, VLA, hein, vision langage action, à comprendre le contexte dans lequel il se trouve et il a une IA robotique qui, elle, a été développée avec les exosquelettes, qui est très, développée justement puisque ça fait encore une fois pas mal d'années qu'on fait des exosquelettes pour faire marcher des gens qui marchent pas. Et on se souvient les avoir vus notamment à l'occasion des Jeux Olympiques. Voilà, donc il y a eu l'ouverture du AI Summit, il y a eu plus de 2 de nos porteurs ont porté la flamme des Jeux Olympiques, donc des exosquelettes qui nous ont apporté une plateforme robotique extrêmement solide. Quand on met quelqu'un dans un exosquelette, il peut faire jusqu'à 120 kilos, donc on a une capacité d'emport de charge qui est hors de commun, hors de proportion avec ce qu'on voit dans les humanoïdes aujourd'hui. On a donc des robots très costauds, qui ont été fiabilisés avec, plus de 10 000 personnes qui ont marché dedans, 1 million de pas par mois. On a probablement la base de données d'apprentissage, certainement une des plus, denses, du monde. Et Calvin 40 est aujourd'hui le premier robot humanoïde fonctionnel en Europe aussi. Donc stratégiquement, ça nous donne un avantage avec une plateforme forte, puissante, capable d'emporter des charges lourdes, très fiabilisée. Et puis alors, là, début juin, vous annoncez donc un partenariat avec le groupe Renault pour fabriquer des robots humanoïdes en série à des prix accessibles, c'est la promesse. Pourquoi Renault? Renault, qui est un partenaire, qu'on n'a pas besoin de présenter, Mmh. qui va nous apporter, d'abord la capacité de produire en grande série, donc à coût très bas, des exosquelettes et des robots. Ensuite, Renault va être notre premier client pour les exosquelettes, les robots de manufacturing, ce qui est un gros avantage. Donc dans les Il y a usines.
dans les usines pour commencer et en fin de course pour aider les personnes dépendantes. Donc ça sera un autre robot, probablement plus fin et plus capable de mais notre métier reste d'aider les gens, en fait, soit de faire des tâches qui sont dangereuses, difficiles et cetera en usine, soit d'aider les gens dans leur vie quotidienne. Ils peuvent avoir un exosquelette pour marcher, mais beaucoup d'entre eux sont tétraparétiques ou âgés et ne peuvent pas, faire leur cuisine, s'habiller, utiliser leur salle de bain et cetera et les robots vont servir à ça aussi. Voilà, le partenariat avec Renault, on s'est rencontrés, en fin d'année dernière. Renault et Wondercraft avaient exactement la même vision quant à tout ce que je viens d'évoquer, l'industrialisation, le développement des robots et c'était une évidence que de travailler ensemble. On est très, très fiers de travailler avec Renault, évidemment. Ouais. Donc si on comprend bien, vous allez fournir une base pour, des robots industriels qu'on verra peut-être un jour dans des usines Renault et puis, à l'inverse, Renault, va vous, soutenir, vous aider parce qu'ils prennent une participation dans la société, même si elle est minoritaire. Ça va vous permettre, vous, de passer à l'échelle pour développer vos exosquelettes destinés aux personnes handicapées? C'est exactement ça. On peut fabriquer 100 ou 1000 exosquelettes par an, mais quand on va passer à 10 000 exosquelettes et robots ou 100 000, ça ne s'invente pas et le métier de l'automobile depuis, 120 ans et Renault était l'un des premiers, c'est fabriquer des objets complexes, coûteux, pour un prix au kilogramme. C'est une unité que j'emploie très souvent, de 10 à 15 € par kilo. C'est moins cher que la bière qu'on prend au café en bas. C'est, en fait, les fabricants d'automobiles ont créé une sorte de magie qui permet de fabriquer des objets complexes en très grande série, à des coûts qui sont hors de proportion avec quoi que ce soit d'autre. Et ça, voilà, il y a un petit nombre de tandems roboticiens fabricants automobiles qui se créent, hein. Il y avait Boston Dynamics avec Hyundai, Ouais. il y a Tesla avec Tesla, et maintenant il y en a un en Chine aussi et maintenant on a Renault Wondercraft qui s'est créé pour d'abord, équiper les usines Renault, puis les usines de manufacturing en général, qui est le premier en Europe et qui part d'une plateforme qui est déjà totalement fonctionnelle. Mmh. Donc on pense effectivement qu'on peut développer une stratégie très ambitieuse et encore une fois, européenne, et française. Est-ce que ça suffira? Est-ce que ces robots sont aptes et seront aptes à être en compétition avec, les concurrents, d'autres pays, notamment les Chinois qui sont très avancés dans ce domaine, aussi les Américains? Est-ce qu'on est au niveau? Est-ce que vous êtes au Alors, niveau? on est au niveau de la technologie, c'est-à-dire la plateforme robotique, l'IA, de contrôle robotique et l'IA de mission, le VLA. Sont au niveau. Clairement, on réalise déjà des use cases en usine et on voit assez bien comment aller jusqu'au moment où les robots vont aider des personnes avec une autonomie réduite, donc personnes âgées, personnes tétraparétiques, qui sont très proches de l'ADN de Wondercraft, à exécuter des tâches de la vie quotidienne. Donc la technologie est là, l'ambition est là, il va falloir investir pas mal d'argent, mais je rappelle que on voit beaucoup de robots qui font du kung-fu ou des danses de salon, mais quand on les voit opérer, dans des unités industrielles, ils sont moins agiles et il n'y a pas encore de, contrats qui ont été signés pour la diffusion à grande échelle de robots dans des usines automobiles ou autres. Donc il y a pas mal de communication sur le secteur. Notre communication d'aujourd'hui en fait peut-être partie, à Renault Wondercraft, mais c'est un marché qui n'a pas encore décollé. Donc nous serons capables de proposer des robots au stade commercial, heu, offrant toute la sécurité nécessaire pour prendre en charge des tâches dangereuses, en même temps que le marché, avec des atouts, hein. Encore une fois, nos atouts, c'est, Renault, c'est la technologie de Wondercraft. Nous sommes européens, on a une plateforme qui est plutôt plus costaud, plus forte, que, ce qu'on observe autour de nous et qui a été fiabilisée sur des dizaines de millions de pas franchis en hôpital et dans la rue avec des patients. Donc ouais, on est au niveau. Maintenant, il faut que, les clients, et la sphère publique comprennent que c'est, probablement un marché encore plus important que l'était l'automobile au XXe siècle et nous aide à réussir. Merci Jean-Louis Constanza, cofondateur, de la société, Wondercraft. Merci Jérôme. Bonjour Florent Roulier. Bonjour Jérôme.
Vous êtes responsable d'innovation chez Niji, qui est un cabinet de conseil en transformation numérique. Vous êtes un grand habitué des salons de technologie de par le monde, le CES de Las Vegas, le GITEX. Alors, comment voyez-vous ce Vivatech 2025? Est-ce que c'est l'intelligence artificielle, cette année encore, qui va dominer le salon? Alors oui, ça c'est sûr que, l'intelligence artificielle va être, la le buzzword le plus, récurrent sur ce salon, la tendance la plus forte. Ça c'est, certain parce qu'on a fait les autres salons cette année qui sont le GAITEX Europe, qui était il y a quelques semaines à Berlin et le CES en janvier à Las Vegas. L'IA était partout, donc de la même manière au Vivatech cette année, l'IA sera prépondérant. Il y a, d'autres tendances qui sont assez fortes, notamment, la cybersécurité, Ouais. parce que c'est un enjeu, vraiment croissant. Si on met de l'IA partout et des objets connectés partout, il faut qu'on, sécurise, cet accès, constant au numérique et donc ça se fait par de la cyber. Donc il va y avoir aussi beaucoup de choses. Par exemple, il y a des sociétés qui sont spécialisées aussi dans la reconnaissance de documents d'identité falsifiés par l'IA. Et donc, elle utilise l'IA pour détecter qu'une carte d'identité n'a pas été générée par de l'IA ou qu'un document administratif n'a pas été falsifié par l'IA. Donc voilà, l'IA entraîne aussi des enjeux de sécurité. Donc, ça sera aussi une tendance. Sur les autres salons, il y a aussi beaucoup de robotique. Les robots, sortent, un peu des laboratoires et sont désormais commercialisés pour, être une aide dans les entrepôts, dans certaines entreprises, dans certains lieux de santé et ça, on en voit de plus en plus aussi. C'est une tendance qui revient beaucoup et ensuite on a, aussi beaucoup de choses, généralement autour des bagues connectées, des lunettes connectées. Heu, Mmh. donc on l'a vu d'ailleurs au dernier Google I/O, hein, il y a, de plus en plus d'initiatives pour mettre des écrans très légers dans des lunettes très fines ou alors de mettre de l'IA dans des lunettes pour voir et interagir. Donc ça aussi, c'est une grande tendance que, à mon avis, on va retrouver, au Vivatech. Il y a une thématique qui revient chaque année, c'est celle de la souveraineté numérique. Comment ces grandes entreprises françaises peuvent, adopter les technologies sans se retrouver, sous, la coupe, uniquement des géants américains. Et c'est un thème, évidemment qui est encore plus est-ce que vous pensez que ce thème sera encore plus d'actualité cette semaine vu les tensions, on va dire, qui sont qu'on peut constater entre, l'Europe et les États-Unis, depuis la réélection de Donald Trump? Alors oui, il y a beaucoup d'entreprises qui ont à cœur, de protéger leurs données et qui, sont demandeuses, d'outils souverains, notamment en IA. Donc face à cette demande, il y a des initiatives, qu'il faut noter comme, Mistral AI, qui s'associe avec différents groupes pour proposer de l'IA souveraine. Mmh. Il y a, aussi des startups qui permettent, qui agissent un peu comme un filtre, un intermédiaire, qui vont, confidentialiser toutes les données que vous pouvez envoyer à ChatGPT et d'autres outils, qui ne sont pas en Europe. Ça permet aux entreprises de laisser leurs employés utiliser ces IA, non souveraines, mais en conservant la confidentialité. Vivatech, chaque année, depuis le début, c'est aussi un petit peu, la fête de la French Tech. Or, la French Tech, ces derniers mois, n'a pas vraiment brillé, hein. Elle va pas très bien, pas mal de faillites, une baisse des investissements. Il y a beaucoup de startups qu'on a pu voir les années précédentes qui ne seront pas là cette année parce que, elles ont mis la clé sous la porte. Est-ce que la French Tech vit toujours? Alors la French Tech vit toujours parce que, dans l'origine, encore une fois, des startups qui vont exposer, il y a quand même 53 des exposants qui sont français cette année à Vivatech. D'accord. Donc, il y a, encore un très grand vivier de startups en France. Mais effectivement, comme vous le dites, elles font face à, une crise, de financement, sans précédent. La levée des fonds est extrêmement compliquée, désormais. C'est facile quelque part de lancer sa start-up, mais c'est beaucoup plus compliqué qu'avant d'obtenir des fonds pour la faire se développer et la maintenir, en vie jusqu'au niveau de développement, recherché. Donc, beaucoup de faillites, beaucoup de problèmes de stagnation. C'est très compliqué de scaler pour les startups, en France, et en Europe, mais il y a tout de même un écosystème. Donc de monter en puissance. Voilà,
la montée en puissance est très compliquée. D'ailleurs, on le voit sur le CES de Las Vegas. Des startups françaises, elles sont dans l'espace des petites startups qui s'appellent Eureka Park, Mmh. sont pas dans les espaces d'exposition plus grands et plus luxueux et plus coûteux qui sont. Mmh. Alors il y en a quelques-unes, Il y en a mais quelques-unes, mais mais qui souvent finissent par être rachetées par des Américains en plus, voilà, qui plus est. ou par d'autres. Exactement. Donc il y a un problème pour scaler, parce que voilà, crise du Ouais. financement en Europe. Funding winter aussi on dit, voilà, beaucoup de problématiques sur le financement. D'accord. Mais 53% des exposants à Vivatech sont français, donc l'écosystème est toujours très riche, en France concernant l'innovation. Merci beaucoup Florent Roulier, responsable innovation chez Niji. À propos donc de Vivatech, du 11 au 14 juin 2025, à vivre évidemment sur Monde Numérique. L'IA, on continue d'en parler sur Monde Numérique avec l'un des meilleurs spécialistes du sujet. Bonjour Luc Julia. Bonjour Jérôme. Co-inventeur de Siri, directeur scientifique de Renault, expert en intelligence artificielle. Très heureux de te retrouver comme chaque mois dans Monde Numérique pour que tu nous livres ton humeur du moment sur l'actu tech. Luc, je te remercie d'autant plus d'être là aujourd'hui que tu es un peu fatigué en ce moment. On le sent avec t'as pas ta voix des meilleurs jours. Donc vraiment, merci de faire l'effort d'intervenir dans Monde Numérique. Luc, je suis parti en vacances il y a quelques jours et j'ai emporté de la lecture, ton livre, IA générative, pas créative, paru au Cherche Midi. Je me suis régalé, c'est pas de la flatterie, c'est super intéressant. Donc on va en parler en fait ce mois-ci. Et d'abord, tout simplement, j'aimerais que tu reviennes un peu sur le titre. Ok, tu dis attention, les IA ne sont pas créatives, elles sont que génératives. Mais en fait, on a toujours dit ça, on a toujours dit que c'était que des IA génératives, non? Maintenant, tu vois, il y a tes collègues, dans les médias, font souvent les raccourcis et dérapent un peu et disent et parlent, d'IA créative, souvent et les mots ont un sens, hein. C'est-à-dire que là, pour une fois, tu sais que si j'avais un problème avec l'intelligence artificielle en général, parce que c'est pas très intelligent, Bah oui, c'était ton précédent livre, hein, l'intelligence artificielle n'existe pas. Enfin, le premier en tout cas. ouais et donc du coup, là, ici, avec les IA génératives, on s'est pas trompé de nom, tu vois? Donc on a bien appelé ça IA générative parce qu'effectivement, elle génère à partir de modèles d'un monde qu'on s'est fabriqué, hein. Donc on a pris des données, alors on les a choisies ou pas, et donc du coup, ça génère à partir de ce modèle. Ça ne crée strictement rien, ça ne fait Mmh. que remâcher ce qu'il y a dans ces modèles. Donc là, on s'est pas trompé dans le nom et je voudrais vraiment qu'on insiste sur le vocabulaire et qu'on fasse attention de pas déraper, de pas utiliser IA créative, étant donné qu'elles ne le sont absolument pas. Ouais. Et d'ailleurs, tu expliques, une chose, super intéressante, je trouve. Tu dis que, parce qu'en fait, ça vient s'interroger sur ce que c'est que la créativité et la créativité, c'est sortir des clous, en fait et tu dis: «Mais l'IA, elle peut pas sortir des clous parce que c'est contre nature pour elle, en fait». Ah ouais, elle est dans ce modèle, elle est dans ce carcan qu'on a fabriqué. Donc encore une fois, on a pris des données, hein, les données qui par définition sont des données existantes, des données du passé, donc heu, donc elle vit dans le passé et si tu veux, un Picasso, alors bon, on n'est pas tous créatifs, on s'inspire, il y a des artistes qui s'inspirent, d'autres et qui sont plus ou moins créatifs et d'ailleurs plus ou moins boring, hein, plus ou moins embêtants parce que bon, ça ressemble aux autres, mais bon, c'est comme ça et puis il y a ceux qui sont extraordinaires, qui sortent du lot, qui sont créatifs. Donc un Picasso qui dans le milieu des années 1900-1920, poum, se met à faire des trucs de débiles qu'on n'a jamais vus avant, d'accord? Et ça, c'est de la créativité, de la pure créativité. Il est sorti du modèle et là, si tu veux, une IA n'est absolument pas capable de faire un truc comme ça parce Mmh. qu'elle ne peut pas sortir du modèle, elle est dans le modèle, même si elle remâche des trucs, même si des fois elle fait des trucs bizarres parce que, bah, c'est ces hallucinations dont on parle de temps en temps, c'est pas les erreurs, mais c'est les hallucinations. Mais même si elle hallucine à l'intérieur de ce modèle.
Alors évidemment, dans ton livre, tu parles aussi bien sûr du fameux, mythe, je dis mythe de l'AGI, l'intelligence artificielle générale, dont parle beaucoup Sam Altman, le patron d'OpenAI, il nous la promet pour bientôt, et avec les questions qui vont avec, qui sont les risques éventuels. Est-ce que cette AGI pourrait être, dangereuse pour l'humanité, prendre le pouvoir? J'ai parlé dans ce podcast, de ces IA qui auraient refusé de s'éteindre, hein, qui auraient rejeté des Entendu. scripts d'extinction. Ouais. Bon, alors, ça, c'est des conneries monumentales, hein, donc ça me fatigue. Ouais. Mais toi, tu n'as aucune crainte que, voilà, il y ait un truc un jour qui soit capable de prendre des décisions tout seul? Prendre des décisions tout seul, ça existe déjà, hein. C'est ce qu'on appelle l'agentique. On peut laisser les agents prendre des décisions, parce qu'en fonction du domaine dans lequel ils sont. Mais un truc générique, général, c'est ça qui est compliqué. C'est ça qui est compliqué, c'est ça qui n'existera certainement jamais parce que déjà, moi, le problème que j'ai, je ne sais pas ce que c'est que l'intelligence. Je sais pas ce que c'est, l'intelligence tout court. Et donc du coup, copier un truc qu'on connaît pas et personne n'est d'accord avec les définitions d'intelligence, hein. Si tu demandes à des philosophes, à des psychologues, et cetera et cetera. Tout le monde il y en a 17, il y en a 7, on n'en sait rien, Mmh. quoi. Et donc du coup, copier des trucs qu'on connaît pas, c'est compliqué. Donc dire que cette intelligence artificielle générale, on y est presque, c c'est ridicule, c'est un concept qu'on comprend même pas. Donc je sais pas ce que ça veut dire. Peut-être qu'on y est déjà, tu vois? Et il y a un truc qui m'amuse, et j'entends, souvent les gens qui disent, «Oh là là, l'intelligence artificielle va être plus intelligente que nous bientôt». Mais attends, j'ai un scoop pour toi, pour nous, pour vous tous. L'intelligence artificielle, tous les outils d'intelligence artificielle, par définition même de l'outil, ils sont meilleurs que nous, Ils le sont déjà. depuis très longtemps, dans des domaines spécifiques, d'accord? Et j'irai même plus loin, depuis 1642, il y a des machines qui sont plus intelligentes que nous, avec la Pascaline de Pascal, d'accord? Qui fait des additions à 4 chiffres, beaucoup mieux que nous, en 3 secondes, alors que nous, on est obligé de la poser sur le papier, d'accord? Donc il faut se calmer un tout petit peu. Les intelligences artificielles, diverses et variées, sont meilleures que nous parce que ce sont des outils et par définition même l'outil, elles sont utiles, c'est-à-dire qu'elles sont meilleures que nous. Le marteau, il est meilleur que moi pour planter le clou, d'accord? Mais faire une intelligence artificielle générique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je mettrai dans une boîte à outils tous les outils possibles et inimaginables et que ça fait tout. Mmh. C'est le couteau suisse si tu veux, tu vois le truc compliqué. Mais on voit bien le couteau suisse, ça marche pas. Couteau suisse, tu t'en sers pour te dépanner de temps en temps, mais bon, ça ne marche pas, c'est chiant à utiliser. Donc il faut un peu se calmer, faire un couteau suisse, ça sert à rien, et surtout, il serait super, super compliqué parce Mmh. qu'il faut qu'il ait tous les outils du monde. Ça semble très, très, très compliqué. Qu'est-ce que tu penses de l'initiative de Joshua Benjo, qui, dit qu'il va créer monte, ça y est, un organisme qui s'appelle Law Zero et dont la mission va être d'essayer de développer des outils pour sécuriser les IA, mais, à la base, pour éviter qu'il y ait des dérapages et donc des risques pour l'humanité? Écoute, Joshua, il a depuis 2 3 ans, avec les IA génératives, au début, il a dévié complètement, il avait pété une durite, après il est revenu un tout petit peu. Maintenant, cette initiative-là, bah, c'est pas mal, je veux dire, c'est dire que dès le départ, on va réfléchir aux impacts potentiels de ces IA et donc du coup, d'essayer de mettre des carcans par la régulation ou par d'autres moyens. Bah, écoute, c'est pas une mauvaise idée, hein. On peut pas dire qu'il faut pas réfléchir sur les impacts de ces IA. Moi, aujourd'hui, je pense qu'il faudrait plus réfléchir sur les impacts environnementaux de ces Mmh. IA. Je pense que c'est beaucoup plus important que sur les impacts, que ça peut avoir sur nous humains. Je veux dire, on est des bonhommes. Je veux dire, on est assez grands. On sait à peu près ce qui est bien et ce qui est pas bien. Donc oui, il y a des gens qui sont plus ou moins susceptibles, de faire des choses complètement débiles et de se tomber amoureux, d'une IA générative. Bon, bah, ça arrive, mais ils sont psychologiquement faibles et fatigués. C'est eux qu'il faut soigner, c'est pas l'IA.
Merci Luc Julia. Et donc on renvoie à tout le livre vraiment à lire pour tout comprendre. IA générative, pas créative, au Cherche Midi. Merci Luc. Merci Jérôme. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Monde Numérique, l'hebdo du 7 juin 2025. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout et merci pour votre fidélité. Merci pour vos nombreux messages reçus tout au long de la semaine. Vous pouvez m'écrire via les réseaux sociaux, via le site mondenumérique.info ou vous pouvez même m'envoyer des messages vocaux si vous le souhaitez. Alors surtout, n'oubliez pas, je le répète chaque semaine, mais c'est très important, il faut noter ce podcast là où vous pouvez, principalement sur Apple Podcast si c'est votre plateforme d'écoute. Vous mettez 5 petites étoiles. Vous pouvez également mettre des notes et même des avis épisode par épisode sur Spotify. Et puis vous pouvez écouter Monde Numérique aussi sur toutes les autres plateformes de podcast, Podcast Addict, Deezer, j'en passe et des meilleurs, également YouTube et YouTube Music bien entendu. Voilà pour les formalités. Alors on se retrouve la semaine prochaine bien sûr et avec un énorme menu. On aura la keynote Apple, on aura Vivatech. Je vous proposerai évidemment des reportages au cœur de Vivatech et puis des émissions spéciales également avec des partenaires. On s'intéressera en détail à Frogans. On prendra aussi le pouls de l'innovation technologique avec des spécialistes de Capgemini et puis de nombreux exposants au cœur du salon Vivatech. Ce sera en audio et aussi en vidéo. Suivez-moi sur les réseaux sociaux pour en savoir plus. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine, pleine de tech. Salut!